Voilà, bien, chers amis, bonjour et bienvenue à vous. Vous m'entendez tous, apparemment. Super, super. Alors, c'est avec ce beau proverbe tibétain que je vous salue et vous souhaite, une cordiale bienvenue. Faites comme l'arbre, changez vos feuilles et gardez vos racines. Voilà. Un beau proverbe. Alors, bienvenue à toutes et tous pour notre 9e et dernière conférence de l'année, rassurez-vous, de l'année 2024. Il y en aura d'autres l'année prochaine. Alors, c'est avec plaisir que nous accueillons pour la 2e fois Frédéric Donjon, qui est donc chercheur à l'INRAE, à l'unité mixte de recherche, biodiversité, gènes et communautés à Cestas, Pierreton, dans l'équipe Xylome. Je ne connaissais pas à l'époque. Non, voilà. Bon, ça change. Bon. Voilà, ça change. Eh bien, merci à toi, cher Frédéric, d'avoir répondu à notre invitation. On est toujours content de t'accueillir. Et tu vas nous parler donc du vent, des racines, des arbres et des arbres. Et vous avez pu voir que Culture et Société a réussi à être en connexion avec la météo. Hein. C'est incroyable. Hein. Voilà. Tu es donc titulaire du diplôme d'ingénieur agronome Oui. à l'INAPG à l'époque. Oui. Maintenant, c'est AgroParisTech. Et puis, après, tu t'es lancé dans la préparation du DEA, et qui est maintenant remplacé par le Master 2. Voilà, pour les nouveaux ou pour les anciens. Voilà, c'est des précisions utiles. Et donc, le thème, c'était déjà en génétique et amélioration des plantes. Oui. Hein? Et puis, tu soutins en 92, un doctorat à l'université Lyon 1, Claude Bernard. Il a des infos, hein. Ouais. Ah oui. Tu me connais quand même. Oui. Tu savais que Les dossiers. Tu savais que j'ai des dossiers. Hein. Bon, l'INRA. Et donc, c'était sur la variabilité génétique des courbes de croissance en hauteur du pas maritime. Alors forcément, tu étais logiquement, naturellement destiné à venir travailler à Pierreton, face à cet immense espace de la forêt des Landes. Bon, voilà, peuplé donc de pas maritimes grâce au grand Charles Chambrelan. Et puis après, tu t'es spécialisé sur l'architecture des racines de structures de plantes ligneuses en relation avec leur fonction d'ancrage. Voilà. Tu as surtout adapté aux racines des méthodes développées par AMAP. Oui, Donc, AMAP, c'est une unité à Montpellier. CIRAD, INRA et CNRS, je crois. Voilà. Donc, tu as travaillé avec les amis Thierry Fourcault et Alexia Stokes, et qui se sont ancrés définitivement là-bas. Alors, tu as publié avec tes collègues, notamment Didier Bert, un spécialiste d'androchronologie. Oui. Voilà. Tu as publié la première analyse architecturale du système racinaire. C'était en 2005 déjà. Et puis, la première modélisation de la croissance d'un système racinaire d'arbres entre la germination et la maturité. Et c'est aussi à l'INRA de Bordeaux qu'a été construit le premier modèle biomécanique racine-sol. Voilà, il y a très peu de recherches sur l'architecture racinaire, faut-il le préciser. Et donc, tu es un des rares scientifiques qui s'occupe de ce sujet avec passion et ténacité. Alors, ton sujet de recherche, c'est architecture des racines de structure des arbres, ancrage et acclimatation au vent. Voilà. Et puis, variabilité liée à l'âge, la génétique, l'environnement, la sylviculture. Avec pour modèle le pas maritime en sol sablonneux et la définition de type de racine comme préalable à l'analyse.
Alors, en plus de tes activités de recherche, tu es aussi enseignant, j'allais dire à tes heures perdues. Non, quand même pas. Tu enseignes à l'université Bordeaux 4, ça existe Bordeaux 4 encore? Je pense que ton dossier, Non. il est peut-être un peu vieux, là. Il est un peu vieux, oui, merci. Donc maintenant, c'est Bordeaux 1. Non, non. Ah, c'est Bordeaux. Oui, c'est Bordeaux. Bon, heureusement qu'il y a nos amis universitaires qui me rectifient parce que oui, mes connaissances. D'accord. Bon, voilà, il y en a deux. Donc, c'est Bordeaux, l'université de Bordeaux, où tu enseignes en Master 1 Pro, forêt et développement durable. Alors, et puis à BSA, Bordeaux Sciences Agro, cette fois je suis à la page, hein, les amis. Avant c'était l'ENITA, maintenant c'est Bordeaux Sciences Agro. Et là aussi, tu enseignes aux troisième année d'ingénieur. Et puis, tu encadres des doctorants, de nombreux doctorants. Alors moi, j'étais resté avec Antoine Dorval. Oui, ça date. Depuis, tu en as eu d'autres dans l'UMR Biogéco où tu travailles. Et puis en plus, chers amis, sachez que notre chercheur passionné et passionnant, vous allez voir, est un grand amateur de vélos. Son garage est rempli de vélos. Je peux vous le dire, des petits, des pliables, des grands, il y a tout. Alors, tu es adepte donc de la mobilité douce et tu pédales en tout temps, sous le soleil ou sous la pluie, avec le vent dans le dos ou de face. Tu pédales sans arrêt et finalement, tu aurais pu faire une belle carrière de cycliste si la passion des racines et des arbres ne t'a pas pris pendant tes jeunes années d'étudiant. Voilà, eh bien, j'arrête là mon discours pour te laisser nous parler de ce qui te passionne et on peut applaudir Frédéric pour le remercier. En fait, je pense qu'on va passer le cap comme ça, sinon... Hop, voilà. Ah, c'est mieux, je pense. Ok. Oui, donc... je crois que tu as tout dit là, donc je vais passer à la diapo suivante. Donc en fait, je ne travaille pas tout seul, hein, j'ai pas mal de collègues qui travaillent avec moi. C'est nos collègues. Alors est-ce que ça marche comme ça? Oui. Voilà. Donc souvent en fait les racines on les voit pas, ou alors on pense qu'il y a un problème de racines, mais on voit quand même pas les racines. Et parfois on les voit et c'est plutôt dans des situations catastrophiques, donc on n'a pas toujours très envie de les voir. Ou alors il y a aussi des endroits où on peut les voir grâce à l'érosion. Donc là c'est à Lacanau, on voit des beaux systèmes de pas maritimes. Donc les végétaux, c'est d'abord des usines à photosynthèse par leurs feuilles. Ça va le micro comme ça? Oui. Après, y a du bois de branche ou de tronc qui sert à conduire les sèves et le support. Et après, on a des racines qui servent à l'absorption et à l'ancrage. Et tout ça pour maintenir une posture du végétal, quelle que soit sa taille. Et pour ce qui concerne les arbres dont je vais vous parler, en fait, c'est des végétaux donc immobiles, à port érigé, et en fait, leur particularité, c'est de porter très haut leurs feuilles pour pouvoir, c'est un avantage compétitif, pour pouvoir être au-dessus des autres. Alors, ils n'y arrivent pas toujours, mais voilà. Et là, on avait fait des biomasses, donc des masses sèches sur des pas maritimes de 50 ans. En tonnes à l'hectare, on avait 2 tonnes de cônes, 5 tonnes d'aiguilles, sur un total de 137. Et en fait, tout le reste, c'était des fonctions de support ou de conduction, et dont 21% pour les racines de structure. Voilà. Donc en fait, sur un arbre, la proportion de biomasse du tronc augmente sans arrêt, puisque quand il est tout petit, ça peut être peut-être 20% ou 30%, et après on arrive ici à, je sais pas combien ça fait, mais 80% presque. Mais les racines aussi ont un rôle très important. Et ça se fait notamment par acclimatation. Donc, je vais vous montrer des graphiques scientifiques. Alors, si vous comprenez pas bien, c'est pas très grave. Il y en a certains qui sont un peu compliqués. Sinon, faut regarder un peu ce qu'il y a écrit, puisque je vous dis. Faut me croire. Non, et donc, oui. Par contre, il y a un problème en bas là, de hauteur du projecteur. On voit pas le bas.
Bon. Ouais. Bon. En fait, là, c'est la croissance en épaisseur du tronc. Et sur les arbres qui ont été ici aubanés, et là, laissés en libre oscillation. Ah, mais c'était ça, hein? Non, bon. Et en fait, différentes espèces, et bon, là, il y a du pas maritime, et en fait, on voit qu'on est toujours en dessous, ici. Ça veut dire que quand on empêche l'arbre de bouger, eh ben, il investit moins dans le tronc. Donc, il va investir ailleurs. Alors, pour cadrer un peu mon intervention, en fait, dans les systèmes racinaires d'arbres, il y a ce qu'on appelle les racines de structure et les racines fines. Alors, c'est surtout une différence de méthode d'analyse. Et du coup, ça fait des comités de chercheurs qui sont disjoints, parce qu'en fait, les racines fines, donc, si vous avez un système racinaire ici, les fines sont là et les grosses sont là. Et en fait, pour les racines fines, on va surtout s'intéresser à leur dynamique. C'est un peu comme des feuilles, voilà, qui vont tomber, qui vont repartir. Voilà. Et ça, je vais pas vous en parler. Donc, au niveau historique, il y a eu plein de gens qui se sont amusés à décrire les racines, et notamment une Autrichienne qui a vécu assez longtemps et qui a déterré des racines toute sa vie et qui faisait des dessins comme ça. Elle a même vendu des atlas dans les librairies, atlas des systèmes racinaires. Le problème, c'est qu'avec ça, on peut pas faire grand-chose. C'est joli, mais voilà. Et heureusement, il y a des gens qui sont arrivés dans les années 70, Francis Allais et Rodolphe Holdeman, qui ont dit que, en fait, une structure végétale, donc là c'est pour les parties aériennes, ça avait une structure, et qu'en fait, tous les végétaux pouvaient être classés en 23 modèles. Donc là, par exemple, le palmier, c'est un modèle extrême, et ça c'est le modèle plus courant. Et ça permettait de classifier les végétaux. Il y a eu la même chose qui a été faite sur les racines, et ça c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'a fait Kuchera, parce qu'en fait, bon, ça c'est un platane, et là c'est vraiment une interprétation avec comment ça pousse. Alors bon, je vais pas vous détailler, mais par exemple là on voit des racines en noir, et ça veut dire que cet arbre-là il refait des racines sur la souche d'origine. Et ça c'est quelque chose de très intéressant. Donc, dans l'architecture, il y a aussi une séquence de développement, c'est-à-dire un végétal, c'est de plus en plus vieux, surtout sur les arbres. Et il peut y avoir de la mortalité et de la sénescence. Donc là, c'est sur les parties aériennes, mais voilà. Et donc là, je vous montre, par exemple, c'est du pas maritime, à 5 ans, 12 ans et 19 ans, sur la même parcelle. Donc on a une structure qui vieillit et qui change beaucoup entre le début et l'âge adolescent, enfin 19 ans. Quoi. Il y a un autre concept, je ne sais pas si j'en reparlerai beaucoup, mais c'est la réitération, c'est qu'en fait, dans une structure déjà assez âgée, on a à nouveau des éléments qui apparaissent qui ressemblent à la structure jeune ici. Voilà. C'est un petit peu un concept de base. Et ça peut être d'origine traumatique. Et donc là, par exemple, ça c'est un système racinaire qu'on a déterré, mesuré, et là les racines ont été coupées par l'homme, et c'est reparti sous forme d'une espèce de main de racines, et nous on appelle ça des réitérations. Voilà. Ces histoires de classification architecturale et de caractérisation, ça peut se faire au travers de schémas tels que celui-là, puisqu'en fait on considère qu'un végétal c'est un ensemble d'axes, et que ces axes sont différenciés. Et donc ça c'est le schéma, voilà, et ça correspond à un tableau. Ici, on a les différents axes qu'on a pu déterminer. Hein, c'est les collègues qui sont spécialistes de ça. Et donc là, par exemple, vous allez voir le tronc qui est une croissance verticale, qui est pratiquement définie, mais à très long terme, et qui porte par exemple pas de cône, pas de sexualité, alors qu'à l'autre extrémité, pour un cèdre, vous avez des rameaux courts qui ont une croissance sans direction, donc il y en a qui croissent vers le haut, vers le bas, pas de ramification, et qui par contre portent les cônes. Voilà. Donc on peut caractériser pareil les racines, donc ça a été fait par des Allemands en 68, et donc ils ont vu que sur les arbres tempérés, en tout cas, on avait 4 types différents, grossièrement, donc uniquement traçants, pivotants, donc on a en plus un pivot là,
à pivot multiple, donc c'est ce qu'on appelle des pivots secondaires, ici en rouge, et des types cœur où on a des racines qui partent de la souche mais qui sont obliques en plus des autres. Voilà. Sur les arbres qui poussaient en Allemagne, là, les essences tempérées, ben, ils ont essayé de classer dans les 4 catégories. Bon, là, il y a le nombre d'arbres qu'ils ont regardé. Et là, en haut, on a les conifères. Et en fait, quand il y a un YAC, c'est quand ils sont jeunes. En fait, ça s'aperçoit que les arbres jeunes, ils sont pratiquement tous avec un système pivotant. Et après, les arbres plus âgés, ben, les conifères, donc c'est M, c'est mature, ils sont plutôt avec ce système avec pivot secondaire. Et les feuillus plutôt avec ces systèmes cœur, mais en fait, il y a des intermédiaires. Hein, c'est pas, voilà. Et donc, on n'a pas du tout de système qui soit uniquement superficiel. Donc, quand il y en a, c'est à cause du sol. Et donc, dans les autres propriétés du système racinaire, il y a la capacité à faire des fourches. Alors, vous allez vous étonner de cette classification, ça paraît un peu hors sol, mais en fait, ça a vraiment des conséquences après sur comment l'arbre va pouvoir se développer, ou qu'est-ce qui va se passer, par exemple, si on coupe des racines. Voilà. Si l'homme coupe des racines. Et l'autre caractéristique importante, c'est le développement retardé. Donc, en fait, c'est la capacité de refaire des racines à un endroit qui soit proche, enfin, sur des vieilles racines, en gros. Voilà. Donc, par exemple, le platane, il refait sans arrêt partout des racines. Et puis, il y a quelques autres caractéristiques. Donc, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans les végétaux, en général, on a la conservation de la surface en section. C'est le modèle des tuyaux. C'est-à-dire que quand vous avez une racine, là, qui a une section S, et qui ramifie, je crois que ça marche pas bien. Non, ouais. Je crois qu'il y a un problème de pile, là, non? En fait, quand elle ramifie, ben, la somme des surfaces en section après la ramification est égale à la surface en section de départ. Et ça a déjà été vu par Léonard de Vinci, ça. Voilà. Et donc, ça a pour conséquence, par exemple, quand on a un système racinaire ramifié comme ça, si les ramifications sont grosses, ben, la racine sera courte, obligatoirement. Alors que si les ramifications sont petites, ça sera plus longue. Puis il y a aussi des histoires de structures dichotomiques, là où ça se divise tout le temps en deux, ou alors en arête de poisson, où c'est plutôt ce genre-là. Voilà. Donc ça, c'est à peu près les principales classifications qu'on a pu faire sur les racines. Alors après, le gros problème pour les racines, c'est qu'en fait, elles se voient pas, il faut y accéder. Donc bon, il y a des gens qui ont déterré des racines comme ça, qui ont regardé. Nous, on est des agronomes, on a besoin d'avoir beaucoup d'arbres pour tester des hypothèses, des traitements. Et donc, on y va franco, on tue les arbres, et on y va avec des moyens mécaniques. Voilà. Donc les moyens mécaniques, ça va être une lance à air comprimé qu'on branche sur un compresseur de chantier, donc ça souffle de l'air, là. Et ça permet de sortir la terre sans abîmer les racines. Donc il y a quand même beaucoup de manuels, et là par exemple, on aide en fait, on enlève les autres racines, tout ça, et on arrive à dégager les systèmes racinaires comme ça. Donc là c'est une série d'arbres qu'on a numérisés après. Et là les trucs que vous voyez, c'est les ajoncs qu'il y avait en plus sur la parcelle. Voilà. Et après, ben, on utilise des moyens mécaniques pour les sortir, mais tout en aidant les racines à sortir à la main. Donc en fait, c'est pas du tout fait pour être sorti du sol. C'est assez infernal, les racines. Donc on y a passé beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Une fois qu'on les a sortis, on les raccroche dans un local spécial, dans la même position dans laquelle ils étaient sur le terrain. En plus, on fait des petits points là pour se repérer pour les mesures. Bon, c'est juste comme ça, c'est assez joli. Et après, on utilise un numériseur 3D. En fait, il y a une espèce de boule là qui est émission magnétique qui arrive à un récepteur. Et en fait, c'est enregistré dans une boîte, dans un ordinateur. Et ça permet simplement d'avoir les coordonnées X, Y, Z d'un point qu'on clique dans l'espace. Et avec ça, on a un peu plus d'informations. Et en fait, on va dire, on va rentrer dans le fichier la structure en fait de l'arbre. Donc en fait, ça c'est une structure, une méthode de codage qui a été élaborée par des gens de Montpellier. Où on a en fait, on divise la plante en segments et en axes, et on arrive à très bien coder la plante de cette façon-là. Et
Ça veut dire qu'en fait, on va avancer le long des racines. Donc, par exemple, on va cliquer ici en A, là, A1. On va avancer ici, cliquer là. Après, on dit nouvel axe. On va cliquer au début de l'axe, ici, fin d'axe. On repart ici, ici, ici. Enfin, le résultat de tout ça, c'est qu'on a ici une structure en 3D. Hein, donc là, bon, c'est en 2D, mais voilà. Et avec, vous voyez les segments ici qu'on a définis. Alors la coloration, c'est simplement l'ordre de ramification, hein, c'est pas très intéressant ici. Voilà. Et ça, c'est vraiment la base de tout ce qu'on va pouvoir faire. Alors, il existe d'autres méthodes. Par exemple, ça, c'est de la photogrammétrie. Donc, avec un simple appareil photo, vous prenez, je sais pas, 500 clichés de votre système racinaire à différents angles. Et après, vous avez un logiciel qui reconstitue tout ça en 3D. Et là, on a préparé un projet d'article où on montre qu'on peut très bien, récupérer une structure 3D avec beaucoup de précision, mais avec quelques inconvénients, voilà. Alors, il y a à peu près 3 articles par an dans le monde où ils proposent mesurer des racines avec des radars sol dans le son déterré. En fait, ça marche très mal. Alors ça, c'est un article de chinois. Ils ont à peu près réussi à récupérer, le passage des racines. Mais comme il y a des des incohérences dans leur papier, je me demande ce qu'ils ont vraiment fait. Donc en fait, je crois que c'est un truc qui marchera jamais bien. Mais c'est un truc que vous voyez parfois des gens qui passent un chariot dans les rues et qui mettent après des marques à la peinture. Donc, ouais, c'est un radar sol. On a des structures qu'on numérise en 3D, et l'autre point très important qu'on fait, c'est qu'en fait, on fait cette analyse architecturale où on classe les différents axes de nos systèmes racinaires en 9 catégories de racines. Donc, c'est une classification en quelque sorte automatique. On définit des seuils et ça nous classe toutes nos racines. Et par exemple, ici, on va avoir une souche, un pivot, et par exemple des racines ici de surface horizontale, mais qu'on va diviser en deux. Cette partie-là, en bleu marine, qui va être la ZRT, zone de défilement rapide, c'est une zone renforcée qui sert vraiment à tenir l'arbre, et cette partie-là, distale, qui est aussi importante. Voilà. Et ces mesures et ce type d'analyse nous a permis de montrer que le système racinaire était un système racinaire qui était de type pivotant dans le jeune âge, et après à pivot multiple, qui ne faisait pas de fourche et qui n'avait pas de développement retardé. Et en plus, la branchaison s'est faite en arête de poisson, c'est-à-dire qu'on a souvent des racines très longues avec assez peu de ramifications et des ramifications fines, ce qui nous permet d'aller très loin. Mais ça dépend dans quelle partie du système racinaire. Et ça, on l'a carrément montré, ça n'avait pas été fait par personne, avec vraiment une classification automatique. Enfin, en anglais, on dit cluster analysis. Et ici, vous avez l'inclinaison donc à différents âges. Et les racines en bleu, c'est des racines horizontales, et les oranges-rouges verticales. Et en fait, on voit qu'il y a très peu de racines ici entre les deux, à tous les âges, qui sont obliques. Donc c'est vraiment un arbre qui n'a pas de racines obliques. Donc cette classification qu'on retrouve ici là, sur un système racinaire qui est un peu différent de la classification précédente, nous a permis par exemple de montrer aux différents âges quel était le volume relatif des différentes racines. Et ça nous a surtout permis de faire un modèle de croissance. Donc avec 7 types racinaires et 18 paramètres, on arrive, donc là je passe vite parce que voilà, on arrive à faire ça. Donc ici, on a des systèmes racinaires mesurés en bas, voilà, à 4 âges. Et ici, c'est les modèles modélisés, voilà. Et on arrive à modéliser le système racinaire jusqu'à 50 ans, ce qui n'avait jamais été fait. Voilà. Et il y a évidemment des différences, mais qui sont aussi liées au système de mesure et au fait qu'il y a certaines choses qu'on n'a pas mis dedans. Mais après, on a vérifié comme pas mal de critères, et on arrive vraiment à retomber sur ce qui se passe vraiment sur le terrain. Et en plus, on a intégré des indices ici de contraintes de sol, parce que je vous montrerai plus tard qu'on a des sols qui sont très contraints. Voilà.
Donc ça, c'est un des deux thésards principaux que j'ai eu qui a fait ça. Maintenant, je vais passer au vent, puisque c'est de circonstances. Alors, ça, c'est une diapo qui est un peu ancienne. Donc, entre 1950 et 2000, dans les forêts européennes, 53% des pertes de bois étaient dues au vent, aux tempêtes. Voilà. Et le feu, par exemple, que 16%. Alors, ça a dû changer. Mais donc je pense que le feu a pris plus d'ampleur. Mais en tout cas, c'est quand même vraiment une grosse source de dégâts, en sachant que les forêts européennes, c'est 33% du bois d'œuvre et d'industrie récolté dans le monde. Donc les tempêtes, quand il y a des dégâts, c'est souvent dû à des arbres, et souvent il y a même des morts dus aux arbres qui tombent. Et donc, en fait, un système racinaire, enfin non, un arbre, c'est un houppier, donc c'est les branches et les feuilles, les aiguilles, qui fait voile, et des racines qui forment le support. Quand un arbre bouge, donc ici, c'est la position au repos en rouge, et là, il y a le vent là, qui va vers le haut, par exemple, et en fait, il oscille comme ça, il fait des ronds. Mais ça dépend de son architecture. Donc en bas c'est un palmier, en haut c'est un eucalyptus, et là il va osciller un peu différemment. Mais évidemment il oscille, ça se voit, dans le sens du vent. Et ça c'est par exemple les chutes, je sais pas combien il y a d'arbres comme ça, il y a peut-être 300 arbres qui ont été mesurés, les directions de chute après la tempête de 99. Et en fait pratiquement tout, enfin la majeure partie des arbres est tombée plein est ici. Donc, il y a quelque chose que vous avez peut-être vu, mais que vous n'avez pas formalisé, c'est qu'en fait, la ruine de l'ancrage dans les arbres, c'est un phénomène discret. C'est-à-dire que quand vous êtes petit, vous allez verser. Bon, après, il y a des endommagements, mais vous allez verser. Et quand vous allez être plus gros, vous allez faire un chablis. La verse correspond à un faible déplacement du système racinaire et le chablis a une forte déplacement du système racinaire. Chablis, c'est un déracinement, en fait. Donc la verse, là, c'est des arbres des palmarès d'une dizaine d'années. Ça va se traduire comme ça par des troncs inclinés. Alors parfois, il y a des enclouages, là. Mais voilà, et là, il y a une verse complète, ici, là. Voilà. Et là, on avait enlevé la terre au-dessus d'arbres, donc certains étaient droits et certains étaient versés ici. Et donc ils ont survécu et on voit que les racines ont un peu bougé, mais voilà. Alors que donc on peut avoir une verse aussi sur des arbres très jeunes. Par contre, là il y avait une tempête, mais il y avait beaucoup d'eau. Là, on avait la nappe qui affleurait dans les trous. Et en fait, ça correspond à des racines ici qui sont abîmées là, ici. Ça c'est un système racinaire qu'on a numérisé en classe. Et par contre, le chablis, on a toute la motte là qui sort, la plaque sol-racine qui sort du sol. Alors parfois, il y a des plaques sol-racine qui sortent pas. Là, il reste, il y a des racines un peu à l'air, mais bon. Voilà. Et puis l'autre type de dégâts, c'est le volis, c'est-à-dire que vous allez avoir le tronc qui casse. Voilà. Donc c'est un peu les trois dégâts principaux pendant les tempêtes. Je vais vous parler de mécanique. Donc en fait, il y a différents types de contraintes mécaniques. Alors chez les arbres, on va surtout avoir la traction dans les racines et la flexion. En sachant que la flexion, ça va être une compression en haut de la poutre et une traction en bas. Les autres, je ne parlerai pas trop des autres contraintes. Alors, quand vous avez... attendez, est-ce que j'ai mon accessoire? Ouais, voilà. Donc, quand vous avez une contrainte sur un élément de structure, en traction, si votre surface en section fait 4 cm, et que cet élément de structure soit constitué de 4 éléments indépendants comme ça, carré, un grand carré ou un grand rectangle, avec la même surface, vous aurez la même résistance en traction. Voilà. Par contre, en flexion, ça sera très différent. La poutre ici résistera beaucoup mieux que les 4 carrés.
d'un facteur, donc ici si c'est 4, là ça sera 64 ici. Donc ça se voit hein, quand vous avez par exemple cette règle, c'est un peu un extrême. Vous pouvez très bien... On va changer le pointeur. Ah oui, d'accord, très bien. Vous pouvez très bien l'appliquer comme ça, par contre comme ça vous n'y arrivez pas. Voilà. Alors c'est un extrême, mais même sur quelque chose comme ça qui n'est pas extrême, pardon, bah vous avez quand même une résistance en fonction qui est bien meilleure à droite. Et il va y avoir une histoire de taille aussi d'éléments, c'est-à-dire que une racine comme ça, carrée, sera beaucoup plus résistante que 4 petites racines. Donc une grosse racine sera beaucoup plus résistante que 4 petites racines. Alors, dans les constructions humaines, ça se traduit par ça, c'est-à-dire que quand on veut résister en traction, bon, on peut avoir des câbles ou des cordes. En flexion, donc ça va être des poutres IPN qui vont résister bien, des poutres en H, là, voilà. Et en compression, ben, on va utiliser du béton. Les végétaux, ils n'ont pas tout ça à disposition. Par contre, ils peuvent jouer sur les formes de leurs éléments. Et sur les racines, notamment la partie qui tient la souche, qui était en bleu marine tout à l'heure, eh ben, vous allez avoir des racines qui vont avoir des formes en T ou en I, comme ça, du fait de la croissance des cernes. Puisque là, vous avez vu à gauche, vous avez des cernes qui croissent plus vers le haut, pas au début, mais à partir d'un certain âge. Et là, ben, ils vont croître plus vers le bas. Et ça va faire ces formes. Et puis vous en avez d'autres qui sont vraiment circulaires, c'est sur des racines, ou alors des racines très excentrées, donc ça c'est des pivots secondaires. Voilà. Donc ça a été montré que c'est des résistantes à des stimuli mécaniques. Et là, bah, ça c'est sur un système racinaire qu'on est en train de numériser, on a coupé, on a pris une photo, et vous voyez que le cœur est aussi excentré, mais là c'est sur le côté, donc c'est une zone complexe. Voilà. Et donc, de façon un peu grossière, ça marche pas? Ah bon. Vous avez perdu la pile, ah ouais. Ouais, je sais pas. Parce que là, si je montre, de toute façon, je sais pas assez, ouais, on ne fait rien. Ou même ma baguette, j'y arrive pas, je pense. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah bah si, elle est là. Ouais, mais là... Ouais, mais j'arrive là, quoi. Bon. Bon, il y a toujours des problèmes techniques, c'est la vie moderne, voilà. Bon, allez. Voilà, donc... les racines en quoi de surface, là, en fait, leur rôle, c'est de maintenir la souche. Et en fait, à gauche, vous allez surtout avoir la souche qui va tuer sur les racines, donc on va que ce soit plutôt bon en traction, alors qu'à gauche, non, à droite, bah, la souche va pousser et ça sera plutôt une contrainte à flexion qu'il faudra, à laquelle il faudra résister. Donc, en fait, il faut aussi imaginer que le système racinaire, c'est un peu comme ces rails qu'on met dans du ballast et qu'on fixe à des traverses, c'est-à-dire qu'elles sont dans un sol. C'est pas des racines comme les parthérennes, elles se baladent pas dans l'air. Alors, moi, dans ma carrière, j'ai mis en relation l'architecture racinaire et la stabilité. Et en fait, on a montré dans plusieurs articles que l'architecture racinaire était vraiment un facteur clé dans les dégâts dus au vent, que ce soit par verse et par chapitre. Alors, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il y avait déjà des gens qui avaient fait quelques travaux. Donc, par exemple, sur un arbre très simple, qui avait surtout un pivot et quelques racines latérales, donc à gauche, quand ils ont tiré dessus, ils se sont aperçus que, en fait, le pivot se pliait à peu près à mi-hauteur, mi-profondeur, donc avec un centre de rotation, et ça c'est une contrainte en flexion. Et sur une autre expérimentation, ils ont cru comprendre que c'était les pivots secondaires qui semblaient à quelque chose, mais c'était pas très clair. Donc nous, on a fait une expérimentation avec 48 arbres qui avaient 8 mètres de haut au moment d'une tempête, et on en a sélectionné dedans 12 penchés et 12 versés. Donc les autres étaient droits. Et donc là, vous avez 6 systèmes racinaires sur les 48 qui sont un peu extrêmes.
Donc vous pouvez voir qu'il y a une très grosse variabilité. Donc le codage des couleurs, c'est le codage de couleurs des types de racines que je vous avais montré au début. Je vous les remontrerai. Là, je vous les montre juste comme ça. Et donc ça, c'est à nouveau une explication des différents compartiments et exprimant en pourcentage du volume du tronc. Donc ce qui va surtout constituer le système racinaire en poids, ça va être sa souche, qui fait 7% du tronc, et tout ce qui est racine à la surface, la décrassante, qui fait à peu près 13% du volume du tronc. Tout le reste, c'est beaucoup moins. Le pivot, c'est quand même 3,3% en moyenne. Et pour essayer de comprendre comment ces arbres avaient résisté ou pas au vent, ben en fait, on a pris leur structure comme ça, et on a calculé la charge maximale en tension ou la rigidité en flexion à différents points du système racinaire. Donc c'est en fonction des diamètres et de l'ovalisation. Et ce qu'on a notamment trouvé, c'est que là vous avez la souche et le pivot, et en fonction de la profondeur, donc en haut c'est moins 30 cm de profondeur, en bas moins 70, et à gauche vous avez donc que le pivot, et vous avez en trait vert plein, enfin en vert les arbres qui sont restés droits, et en rouge ceux qui sont tombés. Et il est compliqué à comprendre, hein, donc ce qu'on ne comprend pas, c'est pas grave. Et donc vous avez cette résistance en tension là, en trait plein, qui diminue avec la profondeur, et qui est plus élevée chez les droits que chez les versés, sauf que les petits plus, le niveau de signification statistique, il est assez faible. Par contre, si on regarde la rigidité en flexion, donc c'est les traits en pointillé, et ben le trait en pointillé rouge, il est beaucoup plus petit, enfin la rigidité en flexion est beaucoup plus faible chez les arbres versés, et c'est très significatif. Tout ça pour vous dire que dans ce cas-là, ce qui détermine vraiment la différence entre les arbres qui ont versé et ceux qui sont restés debout, c'est le 3 là au milieu, la résistance en flexion du pivot à peu près à 50 cm de profondeur. C'est d'abord ça qui tient là. Après, il y a d'autres éléments, là, la résistance en flexion décrassante dans le vent et sous le vent, la profondeur du pivot et la profondeur des racines profondes. Non, le volume des racines profondes. Alors, donc on a d'abord mis en évidence qu'est-ce qui pouvait éventuellement tenir les arbres, et après on a fait un index où on combinait tout ce qui tient ces arbres, les 5 variables, et on a mis sur ce graphique la penchaison sur les abscisses là, et sur les ordonnées, un index qui compile ces 5 variables que j'ai rappelé là-haut. Et en fait, on arrive pratiquement à différencier les tombées des restés debout. Donc, ceux qui sont restés debout, ils ont un index composite là qui est supérieur à 1,4, pratiquement tous, alors que les tombés, en rouge, ils ont un index qui est justement inférieur à 1,4. Voilà. Donc on n'aurait jamais espéré trouver une aussi bonne explication de la fragilité de l'ancrage. Et là, on a fait une analyse multivariée avec ces 5 traits. Donc, une analyse multivariée, bon, c'est un truc statistique qui permet en fait sur des plans de situer là, c'est les arbres en fonction de la variabilité. Et en fait, là, on voit à nouveau que les rouges, ils sont regroupés en haut à droite, et les verts, ben, ils sont tout autour. Et en fait, ça veut dire que les rouges, ils ont des caractéristiques à peu près communes de système racinaire merdique. Et par contre, les verts, donc les arbres qui sont restés debout, ben en fait, ils sont restés debout grâce à plusieurs caractéristiques différentes. Et en fait, l'explication de ça, c'est qu'en fait, les arbres qu'on a en bas, ils avaient des systèmes racinaires très superficiels parce qu'il y avait de l'alios en profondeur. Et les arbres en haut, ben, ils avaient un sol assez profond, et ils ont pu aller assez bas dans le sol. Voilà. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que quand un arbre est jeune, il faut que la partie centrale du système racinaire soit rigide, donc avec des grosses racines.
pour empêcher en fait un déplacement de faible amplitude, qui est l'inverse, un déplacement de faible altitude du système racinaire. Et donc la principale composante, c'est un pivot vertical et gros. Et en fait, on a une interaction entre la profondeur du sol disponible et l'ancrage, puisque plus le sol s'approfond, plus le pivot pourra tenir longtemps l'arbre. Et donc, là, vous avez un arbre en bas à droite qui est tombé, donc il avait des racines trop petites, ils sont tous à la même échelle. Et là, vous avez des arbres là qui ont différentes particularités qui leur ont permis de tenir. Par exemple, celui en bas à gauche, il avait un pivot très long. Donc il a pu s'enfoncer bien dans le sol et tenir. Alors qu'en haut, celui en haut à gauche, il avait un pivot très petit, donc il a beaucoup renforcé ses traçants. Donc ça, c'était pour les arbres jeunes. Donc avant, on s'était occupé des arbres âgés. Donc ça, c'était des arbres qui devaient partir en coupe rase, donc d'être coupés à 50 ans. Donc on les a déterrés avec un gros engin, on les a nettoyés. Et ce qu'on s'est d'abord aperçu, c'est que on avait des architectures qui étaient très variables en fonction du sol. C'est-à-dire que le système racinaire tout en bas, il avait un énorme bouclier halieutique, donc c'est des racines en verre. C'est des racines qui étaient en contact avec l'aliose, qui est un horizon induré dans le sol, je vous montrerai après, alors qu'en haut, il avait juste des pinceaux qui, en fait, trempaient dans la nappe. Donc, on a remis ces arbres-là sur ce schéma, donc qui représente le sol. Et en fait, vous avez un sol landais qui est très variable. Donc ça, c'est simplement une photo de géoportail. On voit qu'il y a cette espèce de traces noires, ici traces blanches. En fait, ça correspond à des sols très différents, qui ont été expliqués par des collègues ici sur ce transect, avec au milieu des landes humides ou mésophiles. Et dans les landes humides et mésophiles, il y a des variations comme ça d'un mètre à l'autre, qu'on a vu sur le champ. Donc je reviens à la diapo d'avant. Merde, excuse-moi. Voilà. Où on a complètement à gauche un sol qui est très peu épais avec un horizon induré et qui contient beaucoup de matière organique, donc c'est les parties noires. Et complètement à droite, vous avez des petits creux où il n'y a pas d'horizon induré, il n'y a pas de partie du sol dur qui empêche les racines de passer. Par contre, il y a la nappe en dessous qui arrête les racines. Et après, vous avez des situations intermédiaires. Voilà. Donc, que ce soit la nappe ou l'aliose, les racines ne peuvent pas aller bien profond. Et donc, sur ces gros arbres, on a fait nos analyses habituelles. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça, c'est les arbres qui étaient restés debout. Les arbres qui étaient restés debout, là, c'était pas une histoire de pivot, ils avaient surtout un gros renforcement des racines traçantes sous le vent. Donc, le vent vient de la gauche, là, par convention, toujours, chez moi. Donc 46% en plus de renforcement des racines traçantes sous le vent, une espèce de béquille, la rouge, inclinée, qui faisait plus 21%. Et en plus, ils avaient un renforcement, mais au-delà de la partie centrale du système racinaire, à gauche, avec des racines traçantes qui étaient renforcées à plus 30%. Alors que les arbres qui sont tombés, ils n'avaient pas ces renforcements, et ils avaient moins de boucliers haliotiques. Ils avaient un renforcement, mais dans les racines à profondeur intermédiaire. Donc ça nous a emmené à ce schéma d'arbres adultes qui fait des chablis, en fait, s'ils tombent. Donc on a peu de grosses racines sous le vent, les racines bleues marines, donc qui vont tenir l'arbre. Des béquilles là en rouge, l'alios en bas qui va faire une espèce de patte pour tenir les racines, et dans le vent à gauche, des racines ramifiées qui tiennent l'arbre. Donc le schéma, c'est celui-là. On a une espèce de cage centrale qui tient l'arbre et qui est aubanée dans le vent pour l'empêcher de sortir du sol, en fait. Voilà. Et ça, c'est dans le cadre du schéma architectural dont j'avais parlé au début, tout en haut. On a ces traçantes qui émettent des pivots secondaires.
Et vu du dessus, ça donne ça. Alors on voit que les racines bleu marine sous le vent, donc à droite, elles sont renforcées et sont peu nombreuses. Et en plus, on a les racines profondes en vert qui sont beaucoup plus épaisses sous le vent que dans le vent. Donc là, on a une acclimatation directionnelle. Et là, j'ai dessiné une espèce de cage théorique qui correspond à ça, qui est, comment dire, plus étendue dans le vent. C'est ce qu'on observe quand l'arbre tombe. Et donc, cette histoire de béquille, je l'ai fait ressortir ici avec le logiciel d'affichage du système racinaire. Et donc, on voit vraiment que c'est la plus grosse racine traçante, en général, chez les arbres qui sont restés debout, et la plus grosse racine pivotante, le plus gros pivot secondaire. Et quand on regarde les 12 systèmes racinaires qu'on a arrachés, enfin qu'on a sortis des arbres debout, ils ont tous ce système de béquille. Et ce qui tombe bien dans nos climats, c'est qu'on est en régime atlantique, c'est-à-dire qu'on a les vents dominants, donc c'est les vents les plus forts, qui viennent de l'ouest, et les tempêtes aussi. Donc en fait, quand l'arbre s'acclimate au vent dominant de façon courante, quand il y a une tempête qui survient, il a en principe la structure qui est acclimatée à ce vent. Donc ça, c'est un peu une répétition de ce que j'ai dit, mais ce que je vous ai mis en rouge là, c'est la charnière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand l'ancrage va céder, ça va céder au niveau de cette charnière. Et en fait, ce qui va vraiment faire la résistance en premier de ces gros arbres, c'est pas le pivot, c'est en fait le poids de la plaque sol-racine, donc son volume. Et en fait, quand il pleut et quand le sol est gorgé d'eau, ça va être encore plus lourd. Donc à la limite, ça va charger la plaque sol-racine. Donc ces histoires d'eau, c'est un peu ambigu. Voilà. Par contre, je crois que j'ai pas de diapo là-dessus, mais en fait, on a montré que le sable, il perd complètement sa cohésion quand il est saturé en eau. Donc, ça va un peu dans les deux sens. Voilà, c'est à peu près la même chose. Voilà. Et donc, par rapport à ce que je viens de dire, là, donc, je vous disais qu'il fallait une très grosse plaque sol-racine pour que ça tienne. Mais là, on va faire un lien avec le modèle architectural, c'est-à-dire que tout en haut à gauche, vous avez un système racinaire jaune schématisé, c'est le schéma architectural. À droite, ça va être un arbre qui n'a pas développé de racines sur un secteur et qui n'en fera pas, puisqu'en fait, dans le modèle architectural du pas maritime, il n'y a pas de développement retardé. Et donc, quand ces arbres vont grandir, celui de gauche, il va former une grosse plaque sol-racine. Celui de droite, il va avoir une plaque sol-racine partielle, et non seulement il n'aura pas les traçantes en bleu, mais en plus il n'aura pas les plongeantes là. Voilà. Donc il sera a priori instable. Et c'est pour ça que quand on étudie nos arbres et la stabilité, on regarde comment sont réparties leurs racines traçantes. Par exemple, celui en haut à droite, il a un petit camembert sans racines qui va faire à peu près 30 degrés, parce que les racines sont complètement également réparties tout autour. Et celui en bas, il aura un grand camembert de 100 degrés sans racines, ce qui fait que quand cet arbre aura 30 ans, il aura une plaque sol-racine qui sera amputée, alors je sais pas comment ça fait, un tiers du poids. Donc là, je vous le symbolise un petit peu en faisant un parallèle par rapport à ce que font les hommes. Donc en fait, ce système-là de cage qui est lié au tronc, c'est un peu les systèmes qu'on voit de poutres avec des renforts, ce renfort triangulaire là, parce qu'il faut vraiment, pour que l'arbre âgé puisse tenir, que le tronc soit vraiment solidaire de la plaque, enfin de la cage. Alors parfois il l'est pas. Donc ça c'est un arbre qui devait être pourri à la base, donc il est tombé comme ça. Il était plus relié à ses racines. Ou alors un arbre si vieux qui a pété sur une partie de la plaque sol racine. Donc ils sont tombés parce que en fait je pense qu'ils étaient pourris. Ouais.
Et c'est les Anguilles qui ont montré ça. En fait, la conformation des racines va évidemment déterminer la chute. Puisque là, par exemple, à gauche, on a tiré dans un certain sens et la chute s'est fait un peu plus vers la droite à cause des racines, quoi. Puis les étoiles, c'est l'endroit où les racines ont cassé. Donc on a aussi, pour nous aider à comprendre ce qui se passait, fait des simulations mécaniques. Donc ça, c'est Thierry Fourcault, justement. Donc là, c'est vraiment un exercice un peu d'école, avec des systèmes racinaires très simplifiés et en 2 dimensions. Mais ça permet comme de montrer la grosse différence qu'il y a entre les extrêmes de sol, c'est-à-dire l'argile à gauche, qui est un sol très fin, qui est très plastique, avec une grande cohésion, et le sable à droite, qui est un sol grossier, en fait, et qui est non plastique et sans cohésion. En fait, dans l'argile à gauche, en fait, tout l'ensemble du système racinaire va tourner, voilà, et ça va peut-être donner ce qu'on a en bas, en cas de chablis, des plaques sol-racines qui sont dans le trou. Alors qu'à droite, en fait, le sable va offrir un support, donc les racines ne vont pas s'enfoncer. Par contre, comme il n'y a pas de cohésion, les racines dans le vent, elles vont monter, c'est les flèches qu'on voit à gauche, et on risque d'avoir une plaque sol-racine plus perchée. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de modélisation en fonction justement de la complétion du système racinaire, parce qu'en fait, on a cette espèce de croix de Lorraine complète en haut et en bas, c'est plus petit. Et en fait, la conclusion, c'est que dans l'argile, c'est la plus longue des racines qui va vraiment déterminer si l'arbre va tomber ou pas, alors que dans le sable, c'est toutes les composantes. Ce qui n'est pas indifférent pour nous. Et donc, ces modélisations dont je vous parle ont été appuyées sur des treuillages. Donc en fait, on a mimé le vent en tirant sur des systèmes racinaires. Et ça, c'est un arbre qui n'aurait pas dû tomber, mais on l'a fait tomber parce qu'on avait beaucoup de puissance sur le treuil. Et en fait, j'ai des collègues qui ont développé des systèmes à éléments finis. Alors c'est avec des logiciels à Abacus, je crois que c'est développé par Dassault. Et en fait, ils ont utilisé des systèmes racinaires qu'on avait numérisés nous, en bas, pour voir où est-ce qu'ils cassaient, pour voir si ça correspondait à peu près à ce qu'on avait observé. Et donc, en haut à droite, vous avez la courbe d'angle de rotation, donc la penchaison de l'arbre et de la force appliquée. Et ça a servi à la base de modèles. Donc là, c'est un modèle simplifié, mais qui est à base de données réelles, parce que ça permet de mieux voir ce qui se passe. Et en fait, en petit a, vous avez un système racinaire complet, basé sur les données, avec un pivot, et ça. Et notamment en B, vous avez un système racinaire qui est amputé du pivot. Et je crois que c'est en D, en fait, il est amputé du pivot, mais on lui a rajouté ce qu'on avait enlevé du pivot sur les racines traçantes. Et quand on fait virtuellement ce treuillage, ce système racinaire, on a donc, au fur et à mesure du treuil, on a un arbre qui s'incline de plus en plus. Donc en fait, on va de gauche à droite, et l'arbre est de plus en plus incliné. Et donc, à un moment donné, vous avez un pic qui est le point de rupture, en fait. Ah, merci, mais je sais pas si c'est vrai. Et en fait, quand on a le système complet qui est en rouge en haut, puis quand on a le pivot, on perd 61% de force nécessaire à la rupture de l'ancrage. Et quand on rajoute par contre des renforcements sur les racines traçantes, on remonte de 58%. Donc ça permet de montrer l'importance du pivot et du renforcement des traçantes. Le problème, c'est que ce modèle ne permettait pas la rupture du sol, seulement la rupture du racine. Et après, il y a un modèle qui a été fait plus récemment, on a aussi de la rupture de racines, on a mis, c'est des collègues, ils ont mis du vent, ils ont mis la rupture des branches, tout a été intégré dans le modèle, c'est extraordinaire. Et donc là, en fonction du type de bourrasque de vent, donc c'est l'HW là-haut, on observe soit des ruptures de sol, soit face plastique, c'est-à-dire que ça va pas rompre. Non, c'est élastique, pardon.
Et en fait, ils ont testé 4 scénarios sur ces graphiques. Donc sans pointeur, c'est pas facile à expliquer. Donc en fait, il y a sol humide, sol sec. Et en fait, il y a des cas où les bourrasques sont en bleu. Il y a des cas où on a des ruptures d'ancrage. Et d'autres cas, on n'en a pas. Mais bon, expliquer comme ça, c'est pas facile. Bon. Mais j'ai d'autres trucs à vous montrer. Donc là, je vous ai beaucoup parlé du pas maritime parce qu'en fait, je suis chercheur à temps plein depuis beaucoup d'années. J'ai pu vraiment me consacrer à ça. Il y a d'autres endroits dans le monde où il y a des gens qui ont essayé, mais c'était juste des thésards, tout ça. Donc en fait, il y a très peu de gens qui travaillent là-dessus. Ils font tous du radar sol parce qu'il n'y a pas besoin de se salir. Voilà, donc il y a très peu d'articles qui paraissent, mais voilà, on a beaucoup appris sur le pas maritime. Et là, je vais vous parler un petit peu d'autres espèces. Donc ça, c'est des choses que j'ai trouvées en général dans la littérature. Donc là, par exemple, on a aussi un pin, donc un pin des marais américain. Et on a un système racinaire qui est quand même assez semblable à celui du pin maritime. Donc là, c'est une pubie de 1936. Donc il va sans doute avoir les mêmes propriétés. Là, par contre, c'est en Nouvelle-Zélande sur une pente. Et ça va être des Pumus radiata, des paradiata. Et eux, ils ont vraiment un système pivotant énorme. Donc là, on aura plutôt, je vous ai mis un petit schéma là-haut, un arbre qui va pas mal tenir avec ses pivots. Donc ça pousse très très vite. Là, par contre, c'est nous, on s'est amusé à mélanger des eucalyptus dans des pins. On avait aussi mis des chênes rouges et des chênes, mais ils ont crevé. Et les eucalyptus sont super bien poussés. C'est près de l'autoroute, là, Pierreton. Ils ont été énormes. Et donc, ils étaient très exposés au vent. Et en fait, on a déterré les systèmes racinaires, donc c'est un système racinaire vraiment énorme, qui vont très très loin. On les a accrochés pour les numériser. C'était pas facile. Et voilà, par exemple, un exemple de numérisation. Et donc là, on a un schéma très différent du pin maritime. Donc alors c'est des boutures aussi, alors c'est pas des semis, donc ça donne des racines un peu différentes. Donc on a des très très grosses traçantes, là, très ovales, qui sont accrochées à une espèce de souche d'une patate, et puis qui sont ancrées au sol par des espèces de petits pivots plus ou moins obliques. Voilà. Ça c'est un schéma qui tient bien, mais qui est très différent de celui du pin maritime. Les peupliers, donc en fait il y a peu d'exemples dans la littérature, j'ai un peu récupéré tout ce que j'ai trouvé. En fait ils sont installés par des plançons dans les peupleraies. En fait c'est des grandes tiges comme ça qu'on enfonce à 1 mètre de profondeur et ça fait une espèce de gros pivot comme ça qu'on voit et avec des racines qui partent d'un peu partout de façon désordonnée. Là c'est une collègue donc sur Claire Adjé qui a regardé les hêtres à Strasbourg dans la forêt du Rhin. Et donc, par exemple, ce hêtre, il est très renforcé, il a des contreforts. Par contre, les racines ne rentrent pas du tout dans le sol. Donc ça, c'est vraiment une propriété de cet arbre. Dès que le sol est difficile, qu'il y a trop d'eau, des cailloux, tout ça, il n'y va pas. Là, un liquide en barre qui fait des énormes racines qui passent à la tondeuse, souvent, qui sont très en surface. Mais il a à peu près le système racinaire, apparemment, le schéma architectural du pin maritime. Bon, ça c'est sur un collègue qui avait repéré ça, je crois que c'est sur la Seine, donc ça c'est un frêne qui a été déterré par l'érosion, on a toujours à peu près le même système racinaire que le pin maritime. Le noyer, pareil, sauf que lui semble avoir des racines qui à peu près à 2 mètres de l'arbre s'enfoncent, plongent. Bon, voilà. Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui ont été déterrés. Là j'avais trouvé un manguier, je crois que c'était sur Internet. Je sais pas où, dans un article. Donc là, on a plutôt le système cœur, donc des racines qui partent dans tous les sens à partir de la souche. Après, il y a des dessins de Claire Adjé, donc c'est à nouveau le platane. Donc en fait, le platane, il fourche énormément, toujours, même au niveau du pivot. Et en fait, il fait ce développement retardé, c'est-à-dire qu'il refait tout le temps des racines de partout. Donc on va le trouver notamment sur les bords de canaux. En plus, il fait une espèce de route flair, c'est-à-dire que toutes les racines s'anastomosent, ça fait une espèce de gros bloc de racines qui sont toutes collées les unes aux autres. Donc au niveau racinaire, c'est costaud. Bon, ça c'est une plante tropicale qui a un système racinaire très très simple, comme ça, avec un pivot, 3 traçantes et puis
quelques petites racines là, en extrémité. Là, Laetitia procera, donc ça c'est une espèce tropicale qui ressemble pas mal au platane. Et là, en fait, les petits points, c'est des racines absorbantes. Donc en fait, apparemment, il y a une espèce de front d'absorption qui progresse autour de l'arbre. Donc il y a un pivot par contre qui est assez vite arrêté, qui devient horizontal. Cette autre espèce, Cecropia, pareil, elle force beaucoup, il y a un pivot, et surtout il y a des racines en plus aériennes qui viennent se rajouter aux racines existantes. Donc ça c'était très descriptif. Par contre, il y a des collègues qui ont fait des expérimentations sur des arbres à contreforts, donc tropicaux. Donc c'était ces petits arbres qui faisaient à peu près 10 cm de diamètre à hauteur de poitrine. Et en fait, la plupart avaient 4 contreforts avec quelques pivots secondaires. Et on voit que quand il y a un pivot qui accroche le contrefort, donc le contrefort, vous voyez ce que c'est des espèces de plaques triangulaires qui sortent du sol et qui sont accrochées des racines. Et quand le contrefort est ancré, ben, ça tient beaucoup mieux quand il n'est pas ancré. Et surtout, ils ont quantifié ce qui se passait. Donc à gauche, vous avez des arbres avec des contreforts, et à droite, une espèce qui n'en fait pas. Donc 8 arbres, 14 arbres. Et en fait, quand on tire sur l'arbre, on a une courbe par force déplacement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, le maximum avant rupture, le maximum de fraction avant rupture se situe à 18 degrés. Donc ça veut dire que les pivots, les contreforts tiennent là, puis après, bon, ça craque, mais alors que l'inclinaison n'est pas très forte, donc c'est les contreforts qui pètent. Alors que sur les arbres à pivot, le maximum, le taux d'ancrage se produit plutôt à 25 degrés. Par contre, l'ancrage est beaucoup moins costaud quand on n'a qu'un pivot. Donc ces contreforts sont vraiment très utiles. Et là, ils sont amusés à scier les latérales et les contreforts, donc c'est les courbes du bas. Donc là, quand on scie le contrefort à gauche, on perd 60% d'ancrage quand même. Alors qu'à droite, quand on enlève les latérales, on perd que 20%. Donc c'est des petits arbres. Donc c'est bizarre que dans nos contrées, il n'y ait pas de contrefort. Alors, je dis pas de contrefort, il y en a quand même. Donc là en haut, il y a un sapin, un vieux sapin en forêt noire, un charme. Par contre, le pin maritime, il en fait très peu. Pratiquement pas, il n'y a pratiquement rien. Voilà. Donc il y a quand même des choses en tempéré, et c'est très utile, mais c'est pas énorme. Voilà. Et donc, encore un autre système d'ancrage, donc c'est le palmier. Donc ça, c'est le développement du palmier jeune. Et en fait, le palmier âgé, ça a à peu près cette tête-là. Donc, contrairement au tronc, où vous n'avez pas du tout de ramification, où vous avez un seul méristème qui est au bout de la tige, un seul endroit qui produit tout, en fait, et le tronc ne grossit pas en diamètre. Et les racines ne grossissent pas en diamètre, par contre, ça fait des racines assez complexes, y compris des racines qui remontent chercher les nutriments. Donc les R2VU là-haut, je sais pas quoi, voilà. Je pense qu'il y a une tempête là qui a enlevé le sol, et vous avez un système qui est enraciné par des milliers de racines à peu près toute la même taille, et donc elles ancrent un stipe ici, et donc c'est le schéma que je vous montre là. Donc on a des racines qui ancrent cette espèce de grosse patate dans tous les sens, et ça se tient hyper bien, puisqu'en fait on trouve plein de palmiers dans les zones cycloniques, et souvent il n'y a plus que les palmiers qui résistent. Que vous en avez même les Iriartea qui font des racines échasses en plus sur le tronc. Voilà. Bon, les manguiers aussi, mais voilà. Après, j'avais aussi un petit truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a des collègues qui ont montré qu'un système racinaire, ça pousse aussi vite en hauteur, un arbre aussi vite en hauteur qu'en profondeur quand le sol n'est pas limitant. Donc, des eucalyptus au Brésil, ils arrivent assez rapidement, au bout de 72 mois, à pratiquement 20 mètres de profondeur. Là, je voulais vous parler des anastomoses. Donc, c'est des soudures entre racines. Donc, ça, c'est un pas maritime qu'on a mesuré. On a noté les anastomoses. Et en fait, il y en a pas mal dans la partie centrale du système racinaire. Et ça augmente la rigidité de l'arbre. Donc, c'est très bien par rapport, à la mécanique.
Mais ce qu'on a aussi, c'est qu'on a des fusions entre arbres. Donc en haut à gauche, on a un arbre qui a été éclairci, là, le petit rouge, qui était, en fait, on a coupé le tronc, et en fait, il a survécu parce qu'il était greffé à l'arbre V, là, qui est vivant, qui intègre petit à petit le système racinaire de cet arbre dans son propre système racinaire. Alors, à droite, c'est pareil, c'est sur un pas maritime, sauf que ça se voit pas. Et en bas, c'est des arbres qui ont formé un bourrelet cicatriciel, je crois que c'est des épicéas, des sapins, et on voit qu'ils survivent grâce à l'autre arbre. Donc ça, on a pu voir ça sur ce système racinaire qu'on a déterré, un arbre qui était inclus dedans, diadale stabilité. Et en fait, ça se passe pas trop au niveau aérien parce qu'il y a une timidité des cimes, parce que bon, elles bougent et tout, alors que dans le sol, ça bouge pas, il n'y a pas de timidité. Donc en fait, ça se fait simplement par contact. Mais seulement pour les arbres de la même espèce. Pas avec l'ajonc, par exemple. Donc ça a été aussi étudié au Canada, et apparemment ça permet d'améliorer la résistance à la sécheresse des arbres greffés. Par contre, les histoires d'Internet des arbres et de Peter Wohlleben, c'est n'importe quoi. En fait, il y a un article qui est paru en 2023 qui montre qu'en fait, les 18 expérimentations où il était question, alors même pas d'Internet des arbres, mais simplement des histoires d'échange de nutriments entre un arbre et un autre par l'intermédiaire des mycorhizes, en fait, il y a à chaque fois un problème. Donc, c'est les 18 articles là, qui sont alignés, à chaque fois, ils ont identifié un problème. Donc, en fait, ce que disent ces scientifiques, qui ont fait une très grosse étude biblio, c'est qu'en fait, il y a une espèce de bulle bibliographique. Les gens se sont cités les uns les autres, alors que les articles ne valaient rien. En plus, c'est sorti dans la presse, tout ça, c'est sorti chez Peter Wohlleben. Et en fait, ce qu'on a vraiment constaté, eh ben, ça permet pas de montrer quoi que ce soit sur ces réseaux mycorhiziens, qui sont par ailleurs des choses très intéressantes. Hein. Mais il n'y a pas de communication entre les arbres par là, enfin, on n'a pas montré, ni même d'échange de nutriments, ni de maman qui nourrit ses enfants, enfin, tout ça, c'est complètement aberrant. Voilà. Alors, là, je voulais vous montrer l'action de l'homme. Donc, en fait, dans le massif landais, on débroussaille avec ce qu'on appelle un rouleau landais. En plus, là, c'est un tandem, donc voilà. Et donc, c'est des lames qui rentrent dans le sol, donc ça ratatine bien la végétation adventice. Donc là, c'est des petites racines que j'avais déterrées. On voit l'extrémité de la racine. Donc, c'est très, très petit au début, les racines. Et là, c'est un endroit où il y a un entretien avec ce rouleau landais. On voit que les racines ont été coupées ici. Voilà. Et quand c'est coupé, ben, ça repart comme une main. Donc ça, dans une thèse, ça a été montré qu'en fait, quand on coupait une racine comme ça, là, vous en avez une grosse là, qui a été coupée et qui a continué à pousser, ben, vous avez une perte de rigidité en flexion de 68%, alors que la perte de surface en section est que de 14%, et c'est encore pire pour des petites racines. Ça veut dire que quand on coupe une racine au niveau mécanique, c'est très mauvais pour la rigidité en flexion. Et là, c'est pour montrer que, ça c'est des Anglais qui ont montré qu'en fait, une racine comme ça, sous le vent, bah, elle pétait justement à l'endroit où elle se ramifiait beaucoup. Donc si vous coupez la racine et qu'elle se ramifie beaucoup, ben, près de l'arbre, ben, vous diminuez la résistance à la tempête. Là, il y a d'autres exemples qu'on a eu où ça avait été massacré. Et ça, c'est sur un système racinaire où ils ont passé des disques, ben, on voit tous les endroits où les racines ont été coupées. Vous avez la ligne, donc sur la ligne, ça n'a pas été coupé, mais ça a été coupé ailleurs. Là, je vous ai montré un autre effet de l'homme, c'est le fait qu'on plante des arbres dans des conteneurs. Donc ça, c'est nouveau, la publi date de cet été. Donc on a sorti à peu près 300 systèmes racinaires qu'on a caractérisés de façon très très détaillée, donc ça n'avait jamais été fait dans le monde. Voilà, donc c'était des terrages manuels dans des peuplements de ce genre-là. Et donc, bon, il y a plein de résultats, mais je vous montre juste deux, trois résultats. C'est qu'en fait, quand on élève les systèmes racinaires dans des tout petits conteneurs, là, ils font 110 cm3, ceux-là, et qu'on plante en plus après. Donc, on a le geste de planter, de mettre en terre.
il se passe des trucs, et notamment on a des déformations racinaires. Et donc là, on a pu constater que 44% des arbres plantés, ils avaient le bas du pivot qui était déformé. Donc on ne sait pas bien comment, mais voilà. Et en fait, quand le pivot est déformé, vous avez 30% des pivots déformés qui deviennent horizontaux après, enfin qui sont pas verticaux, alors que quand il n'est pas déformé, vous en avez 93% qui restent droits. Donc en fait, quand on contraint d'une façon ou d'une autre une racine à pousser contrairement à sa croissance naturelle, entre guillemets, ce qu'on appelle un tropisme, parfois elle n'arrive pas à récupérer le tropisme. Donc là, on a quantifié. Et pareil pour les racines traçantes. Donc en principe, le pain maritime, il a cette couronne de traçantes bleues là que je vous ai montré, qui était très importante. Et dans les plantés, on avait 56% des traçantes qui étaient horizontales dans les 6 premiers centimètres, et elles ont donné 88% de traçantes après, donc beaucoup de traçantes, alors que il y en avait 44% qui avaient été notamment dirigées vers le bas par le conteneur, et dedans, il y en a 26 et 18% qui sont devenus des obliques et des traçantes, et donc, en gros, sur les plantés, on a perdu 26% des racines traçantes. Donc en principe, on a à peu près 16 racines traçantes sur un pain maritime, et on en a perdu le quart. Et un dernier petit schéma là-dessus, c'est qu'en fait, les racines, quand elles poussent à la verticale, après elles perdent le nord, elles perdent leur direction, puisqu'en fait, les racines en noir, elles ont une déviation radiale assez faible après séquence horizontale, c'est ce que vous avez en haut à gauche, donc une racine elle reste droite, alors que quand il y a une séquence verticale, elles ont en moyenne 120 cm, donc c'est énorme, 120 cm de déviation radiale. Donc ça, en fait, ça explique qu'il y a une répartition des racines après une croissance verticale qui soit différente des semés. Je ne sais pas pourquoi il est là. Ouais, voilà. Donc les conclusions de cette étude, c'est qu'en fait, ça c'est des arbres semés et ils ont un schéma architectural conforme à l'espèce, donc dont je vous ai déjà parlé. Et en revanche, les arbres kétoplantés, il y a quelques horreurs comme ça. Donc des plantations avec des espèces de corps de chasse où la motte a été écrasée, mais il y en a très peu. Et en fait, en pain maritime, on a vraiment des bons succès de reboisement puisqu'on plante toute l'année et il y a très peu de mortalité. Par contre, il y a quand même 10% en plus dans les plantations qu'on a vues, 10% en plus de pivots non verticaux. Donc je vous ai montré qu'un pivot non vertical, c'était pas bon pour l'arbre dans le jeune âge. Donc la résilience du pivot est quand même plutôt bonne, mais elle pourrait peut-être être améliorée. Et pour les traçantes, on a ces secteurs sans racines là, qui sont quand même plus importants chez les plantés. Donc on a en gros quand même souvent une bonne résilience des systèmes racinaires, mais quand on plante, on a quand même des racines qui sont transformées en plongeantes, comme l'arbre au milieu, là, qui sont des racines rouges, qui devraient être bleues, en fait, voilà. Et en plus, on a un regroupement de racines dans certaines directions. Donc, je vous passe cette conclusion. Là, faut que je termine, non? On a une foule de questions. D'accord. Donc, la conclusion par rapport à ce que je vous ai montré sur les racines, c'est qu'on a une importance du modèle architectural et que son altération peut poser des problèmes. On a une grande importance de l'acclimatation et on a aussi une très grosse plasticité vis-à-vis de la forte hétérogénéité du sol. Mais je voulais quand même vous donner quelques informations sur la forêt landaise sur laquelle je travaille. C'est qu'en fait, on a été obligé, avec les chercheurs, j'ai amené 5 chercheurs avec moi à publier une tribune dans Le Monde sur le pain maritime. La forêt landaise n'est pas l'horreur écologique que décrivent certains, parce qu'on avait sans arrêt des articles sur la forêt landaise, qui c'est une horreur, c'est une forêt industrielle. Et en fait, dans ce triangle landais que vous voyez à droite, je expliqué ça tout à l'heure sur le géoportail, vous avez 200 000 hectares d'agriculteurs hyper intensifs, irrigués,
tout le vert c'est du maïs, voilà. Donc, et c'est toujours la forêt landaise qui est montrée du doigt. Alors, le massif landais, il fournit des services écosystémiques d'une forêt, c'est-à-dire que c'est comme une forêt, ça nettoie l'eau, machin, tout ça, voilà. Et il fournit quand même 20% du bois d'œuvre à l'industrie en France, donc c'est énorme, sur 5% de la surface. Oui? Ah pardon. Et la forêt française, c'est seulement 12% de plantations. Tout le reste, c'est pas des plantations. Et encore, je compte pas les 8 millions d'hectares de forêt de Guyane, qui est une forêt primaire qui est assez mal protégée et très peu productive. Et dans la forêt française, c'est 70% de feuillis, et je sais plus, c'est 50 ou 60% de forêt mélangée. La forêt française est peu gérée, et en fait, on en sort surtout des bûches de chênes et tout ça, parce que c'est la forêt, il y a 3 millions de propriétaires. Voilà. Alors, il y a des endroits où c'est très bien géré, notamment les forêts publiques. Je crois que la moitié du bois qui sort de la forêt française, c'est des forêts publiques, alors qu'elles font que 25% de la surface. Et est-ce que la forêt landaise est monospécifique? Enfin, c'est ce qu'on lui reproche toujours. Donc, à gauche, vous avez une forêt pyrénéenne, une hêtrée, et en fait, il n'y a pas un brin d'herbe dessous, c'est 100% monospécifique, et personne ne lui reproche. La pinède landaise, il y a en gros une espèce d'arbre, et encore parfois il y a des bouleaux, il y a des chênes et tout ça, mais on laisse les chênes, mais il y a un sous-bois très abondant, et ce sous-bois, notamment, fait qu'on peut pas planter en mélange, et qu'on peut difficilement faire de la futée jardinée, qu'on peut difficilement faire des haies, parce que le pin maritime est un pin extraordinaire, c'est les sols les plus pauvres du monde en phosphore, et il arrive très bien à se débrouiller avec ça. C'est très humide, il se débrouille, c'est très sec, il se débrouille. Alors évidemment, il y a des excès, par exemple le dessouchage. Donc, moi, j'ai pas d'études complètes de ça, mais on avait fait une étude justement grâce à l'architecture racinaire, et on montre que quand on dessouche, donc pour faire du bois énergie, on brûle ça dans des chaudières, eh ben, on a une certaine exportation d'éléments minéraux et de biomasse. Donc complètement à gauche, c'est quand on exporte juste le pivot et la souche, et on exporte à peu près 7-8% de biomasse et d'éléments minéraux. Par contre, si on avance et qu'on prend une plus grosse partie du système racinaire, donc en général, ce qui se fait, c'est à 60 cm, et ben là, on a une exportation plus forte de l'ordre de peut-être 14%, et le point haut, c'est de l'azote, donc là, c'est encore pire. Donc après, on l'a quantifié. Après, il faut savoir si c'est gênant. Mais en tout cas, ça, c'est un mode d'intensification qui peut poser problème. Les gros rouleaux landais, peut-être aussi. Voilà. Et donc, la dernière diapo. Peter Wohlleben et ses amis, ils font une romantisation, une anthropomorphisation de la forêt. Ils disent que la forêt est amour, que l'homme ne doit pas toucher aux forêts. Tout ça, c'est vraiment très problématique parce que c'est très différent un végétal et un humain ou un animal. Si vous avez dans une belle forêt de chênes 500 000 glands qui tombent sur un hectare une année, on va avoir une brosse de semis, peut-être 200 000 plants, et il y aura 99,9999% qui vont mourir de faim et de soif, et au bout de 200 ans, on aura 80 arbres à l'hectare, donc 80 sur 500 000. Donc c'est la compétition la plus énorme, et l'homme, en fait, la sylviculture permet de diminuer cette compétition. Parce qu'en fait, on va couper des arbres, on va sélectionner les arbres plus beaux, et en fait, une forêt avec une sylviculture va pousser beaucoup plus vite, avec des beaucoup plus beaux arbres. Et parfois même en régénération, si l'homme n'intervient pas, vous n'aurez peut-être même pas de forêt. Alors, des gens comme Francis Allais et Sylvain Engeant qui ont tout le temps le micro, donc aujourd'hui je l'ai, donc je parle un peu, ils disent toujours « c'est la plantation, la forêt landaise c'est pas des arbres, c'est pas une forêt, je sais pas quoi, la coupe rase c'est affreux, il faut faire de la sylviculture mélangée ». Bon, on peut pas faire ça partout, du couvert continu, ça peut coûter extrêmement cher, il y a des espèces comme le pin maritime qui s'y prêtent pas. Voilà. Alors, les gros problèmes, c'est le changement climatique, avec le feu, les affaiblissements et tout ça. Et ben ça, je sais pas, faites du vélo, mangez moins de viande, achetez moins de bêtises pour Noël. Vous consommerez peut-être les 2 tonnes nécessaires comme moi, les 2 tonnes possibles, les 2 tonnes de CO2 dans l'année. Il y a effectivement des problèmes de surexploitation de bois énergie, d'urbanisation, tous les lotissements, tout ça.
Bon, il y a des problèmes ponctuels aussi. Sylvain Engeran, il a vu qu'il y avait dans certains endroits le Douglas qui remplaçait des belles chênées. Bon, d'accord, mais le Douglas, c'est 4% de la forêt française métropolitaine en surface. Voilà. Et ça produit du très bon bois de charpente. Et le gros problème qu'on a, c'est les invasives. Donc ça peut être des ravageurs, des organismes. On sait comment faire pour qu'il y en ait beaucoup moins, c'est d'interdire le transport intercontinental des plantes vivantes. Personne ne porte ça. Même chez les Verts, j'ai essayé, ils veulent pas, non. Et il y a une déclaration de Montes Claros, de gens qui s'occupent de ça et qui disent, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Là, j'ai encore les noisettes de chez ma belle-mère, je peux plus les manger. Il y a une punaise chinoise qui est arrivée, elles sont toutes pourries, voilà, depuis cette année. Voilà, bon, c'est bon. Donc déjà, je pouvais pas manger de cerises, enfin, bon. Et le pain maritime, il résiste très bien au changement climatique. Par contre, il est menacé justement par un nématode américain qui a été importé au Portugal il y a quelques années. Voilà, c'est fini. Alors, chers amis, c'est